Personne ne devrait pouvoir entrer là-dedans sans que quelque chose le marque définitivement. Pourtant, la porte s'ouvre et rien ne se passe. En apparence. Quand Reza, archéologue iranien, a réussi à entrer seul dans le cube de Zoroastre, il n'a pas trouvé ce qu'il espérait. Il a trouvé pire, un vide impossible. Reza n'aurait jamais dû être seul dans cette pièce. Il est venu pour confirmer une version officielle rassurante. Un monument étudié, classé, compris. Il pensait juste vérifier des mesures, compléter un relevé. Un cube de pierre, protégé par l'UNESCO, entouré de tombes de rois. Rien de dangereux, rien de mystérieux. Sur le papier, tout était propre, clair, balisé. Sur place, quelque chose ne collait pas. Le doute s'installe. Il grimpe les marches étroites, doigts crispés sur la pierre froide et lisse, carnet coincé sous le bras. Quand il pousse la porte massive, l'air qui sort est lourd, immobile. À l'intérieur, la chambre est presque vide. Pas de niche, pas d'autel, pas de traces de feu. Rien. Juste 4 parois impeccablement taillées, un sol nu, des proportions trop précises pour être accidentelles. Et cette idée absurde qui le frappe. Ce monument, daté par les spécialistes de l'époque achéménide, fin du VIe siècle avant notre ère, occupe le centre d'une nécropole royale, mais ne ressemble ni à un tombeau, ni à un temple. C'est comme si quelqu'un avait supprimé l'histoire et gardé seulement le contenant. Le silence pèse. Reza commence par la version qu'il connaît par cœur. Le cube de Zoroastre serait un sanctuaire zoroastrien, un ancien temple du feu. Le récit est simple, séduisant. La présence des inscriptions du grand prêtre sassanide Kerdir, gravées plus tard sur les parois extérieures, semble valider l'idée. Le site entier respire le sacré. Tombes de rois, reliefs de triomphe, scènes d'investiture. Dans ce cadre, le cube devient un cœur religieux. La chambre fermée aurait abrité un feu sacré, protégé, invisible aux profanes. L'escalier monumental servirait aux prêtres. Le nom local de Kabaye Zartosht renforce tout. Un cube, un prophète, un culte. Tout s'assemble, presque trop bien. Cette hypothèse explose en une phrase quand Reza pose sa main au sol froid. Il n'y a aucune trace, ni brûlure, ni encoche, ni aménagement permettant de maintenir un foyer, même ancien. Alors il bascule vers l'autre scénario, plus technique, celui que répètent certains collègues en souriant. Un trésor royal ou un dépôt d'archives. La chambre haute, inaccessible, semble parfaite pour protéger des tablettes, des textes, des objets précieux. Le cube est massif, fermé, isolé au milieu d'un espace de pouvoir. Le parallèle avec une autre structure similaire à Pasargades, surnommée Zendan et Soleiman, nourrit cette idée. Reza visualise des étagères disparues, des coffres en bois, des rouleaux, des tablettes, une administration impériale verrouillant sa mémoire dans la pierre. C'est élégant, rationnel, presque moderne. Le problème arrive d'un autre côté. Chaque fonction de stockage suppose des traces. Accroches, trous, débris, fragments métalliques, quelque chose. Ici, les parois sont lisses, comme si rien n'avait jamais reposé contre elles. Le twist tombe brutalement. Et si le cube n'avait jamais été conçu pour contenir quoi que ce soit de matériel, ni feu, ni objet, mais seulement un statut, un message invisible, une présence abstraite que l'archéologie ne sait pas mesurer. Une hypothèse circule parfois à voix basse, que Reza n'ose pas défendre en public. Le cube serait un monument funéraire, sans corps, un tombeau de pierre, vide dès le départ, dédié non pas à un roi, mais à une idée de royauté, ou à un absent trop sacré, trop dangereux pour être enterré comme les autres. Le renversement le frappe soudain. Et si au lieu d'être un tombeau sans occupant, le cube était justement l'outil qui permet d'effacer celui qui manque, de le recouvrir d'un récit acceptable, religieux, patrimonial, zoroastrien, tout sauf politiquement explosif aujourd'hui. Reza referme son carnet. Les hypothèses tournent, mais une seule chose l'obsède, ce qui bloque. Il attend. Le mur n'est pas en pierre. Il porte des logos, des tampons officiels, des signatures. Reza le sent chaque fois qu'il monte ses marches. La structure est intacte, parfaitement conservée, classée dans le même ensemble que Persépolis, protégée par des règlements qui interdisent de la toucher plus que nécessaire. On peut mesurer, scanner, observer, photographier. On ne peut pas ouvrir. À l'intérieur de la chambre, il compte les pas. 1, 2, 3, jusqu'au mur du fond. Il pose son sac, s'agenouille,
inspecte les joints. Les blocs de calcaire s'ajustent sans mortier, liés autrefois par des agrafes métalliques. Il a lu des rapports, vu des coupes, des schémas. Rien ne permet de fouiller sans découper, sans entamer la structure. Il se redresse, frappe légèrement la pierre du poing, pas pour l'abîmer, juste pour écouter. Le son est plein, mat, uniforme. La chambre semble monolithique. Pourtant, il n'arrive pas à se défaire de cette impression d'incomplétude. Un escalier extérieur monumental, une porte surélevée, un volume interne réduit, fermé, sans décor, sans fonction lisible. Ce n'est pas un hasard, c'est une décision. En descendant l'escalier, le soleil l'aveugle un instant. Le site entier se déploie devant lui. Les tombes achéménides taillées dans la falaise, avec leur façade en croix. Les reliefs sassanides qui les recoupent, superposant victoire et investiture aux mémoires plus anciennes. Entre les deux, le cube se tient seul, comme une pièce déplacée sur un échiquier qu'on ne comprend plus. Le mur, il commence là. Chaque tentative de toucher au cube entre en collision avec des intérêts qui dépassent la pure curiosité scientifique. Un fonctionnaire du patrimoine lui a dit un jour, sans ironie, « Ce monument est plus utile mystérieux que expliqué. Conserver l'énigme sert tout le monde. » Les guides peuvent évoquer Zoroastre, les temples du feu, les rois, la Kaaba de la Mecque, mélanger symboles et analogies. Le nom même de Kabaye Zartosht est une appropriation tardive, un habillage religieux posé sur un édifice bien plus ancien, sans lien textuel direct avec le prophète. Mais ce nom fonctionne, il parle, il attire. Reza repense aux voyageurs européens qui, à l'époque moderne, ont dessiné ce cube sans le comprendre. Aux orientalistes du XIXe siècle, fascinés par l'empire achéménide, par les écritures cunéiformes, par le zoroastrisme. Chacun a projeté sur le monument ses obsessions du moment. Temple, prison, trésors, archives, mausolée. À chaque génération, une fonction nouvelle, jamais confirmée. Lui voudrait une seule chose, un fait intrusif, une donnée brute, un fragment de bois carbonisé, une trace de métal, un dépôt, n'importe quoi. Mais pour ça, il faudrait ouvrir, creuser le sol de la chambre, vérifier s'il existe un niveau inférieur, un vide, un aménagement caché. On lui a répondu par un silence poli. Le mur a une forme très précise. On exige de lui des conclusions sans accepter les moyens de les obtenir. Il doit produire des articles, des hypothèses raisonnables, alimenter les synthèses sur l'architecture achéménide et le zoroastrisme sassanide, tout en travaillant sur un bâtiment dont l'intérieur est en quelque sorte interdit à la science. Le détail qui lui fait physiquement mal, c'est ce coin de marche ébréché sous sa main. Une seule cassure nette dans l'escalier extérieur, une arête mangée où la pierre s'effrite, mêlée à une vieille trace de peinture de chantier laissée par une intervention de consolidation. Chaque fois qu'il pose ses doigts dessus, une phrase lui traverse l'esprit. On protège au point de mutiler l'enquête. On consolide la surface, on sacrifie la profondeur. Il sait que la structure de Pasargade, très proche, soulève les mêmes questions. Même plan, même escalier, même chambre surélevée, même absence de texte explicatif. Deux monuments jumeaux, dispersés dans le paysage de l'Empire, qui refusent de dire à quoi ils servaient. Le mur, c'est aussi la peur de ce que pourrait montrer une fouille intrusive, un usage qui ne colle pas aux narrations actuelles, un rituel qui dérange, un pouvoir qui n'est pas celui qu'on valorise aujourd'hui. Tant que rien n'est prouvé, tout reste possible, mais rien n'est dangereux. La plupart des spécialistes s'accordent pour dire que le cube est un monument achéménide, réutilisé à l'époque sassanide, au cœur d'un complexe royal et mémoriel. D'autres, plus prudents, insistent sur le fait que toutes les fonctions proposées restent hypothétiques et que la comparaison avec Pasargade pourrait autant nous égarer que nous éclairer. Ce qu'ils refusent presque tous d'admettre à voix haute, Reza le sent très bien. Ils craignent que reconnaître l'ignorance radicale sur un monument aussi visible fissure la confiance dans tout le récit construit sur la puissance, l'ordre et la maîtrise des empires iraniens anciens. Le soir tombe quand Reza remonte une dernière fois l'escalier. Les touristes sont partis, les guides se sont tus. Le cube se détache, sombre, sur le ciel encore clair. Il sait qu'il ne trouvera rien de nouveau aujourd'hui. Pourtant, il ouvre la porte lourde, se glisse à l'intérieur, s'assoit contre le mur du fond. Il ferme les yeux et passe mentalement en revue tout ce qu'il croyait certain en arrivant ici des années plus tôt. Il imaginait un passé structuré,
parfaitement ordonnés, chaque monument avec une fonction, chaque fonction reliée à un texte, chaque texte validé par une inscription. Le cube, dans ce schéma, devait finir par entrer dans une case. Temple du feu, trésor, archives, mausolée, structure cultuelle. La science finirait par trancher. Ce qui s'effondre ce soir-là, assis sur le sol froid, ce n'est pas une théorie précise. C'est l'idée même que tout monument majeur d'un grand empire doit avoir une fonction identifiable et un récit clair. Le cube refuse cette logique. Il est associé à des rois dont on connaît les noms, Darius, Xerxès, leurs successeurs, à un grand prêtre dont les inscriptions détaillent la carrière, Kerdir, à un paysage sacré où chaque relief dit quelque chose de la légitimité du pouvoir. Et, au centre de ce réseau saturé de sens, un bloc de pierre reste muet. Un moment passe. Reza se rend compte que, depuis le début, il avait accepté un décor rassurant. Le classement au patrimoine mondial, les panneaux pédagogiques, les reconstructions en 3D, les brochures sur l'architecture achéménide lui donnaient l'impression de se tenir face à un puzzle presque terminé. Il suffisait d'ajouter quelques pièces. En réalité, il est assis au milieu d'un trou béant. Ce qu'il découvre à la place de ses certitudes, c'est une image beaucoup plus sombre et limitée de son propre travail. Le cube de Zoroastre, dans l'état actuel des connaissances, n'est pas une clé qui réécrit tout. C'est une blessure ouverte dans le récit. Un monument que l'archéologie décrit avec précision, hauteur, plan, matériaux, liens stylistiques, inscriptions tardives, sans pouvoir dire à quoi il servait au départ. Il pense aux étudiants à qui il a répété des formules prudentes, bâtiment à fonction indéterminée, structure éventuellement cultuelle, édifice isolé d'importance symbolique. Derrière ces mots, il y a cette pièce nue, silencieuse, dans laquelle il s'assied ce soir. Les conséquences sont moins spectaculaires qu'un complot d'archéologues qui cacherait la vérité. Personne ne lui interdit de parler. Personne ne l'empêche d'écrire que la fonction du cube reste inconnue, que le lien avec Zoroastre n'est pas documenté par des sources antiques, que le nom actuel est tardif. Ce qu'on attend de lui, c'est autre chose. Continuer à faire tenir un récit global malgré ses trous. En sortant de la chambre, il s'arrête sur le seuil. Le paysage de Naksh-e-Rostam s'embrase dans la lumière basse. Les tombes des rois, les reliefs sassanides, l'alignement des blocs du cube. Tout semble cohérent, puissant, maîtrisé. Il sait désormais que cette cohérence est en partie une illusion produite par le regard moderne, par les synthèses, par les panneaux explicatifs. Il se demande jusqu'où il est prêt à aller pour tester ce monument. Pousser pour obtenir des analyses structurelles plus fines, des relevés plus intrusifs, peut-être un jour une exploration du sol de la chambre. Ou accepter que certaines portes, même ouvertes physiquement, restent fermées méthodologiquement. En redescendant les marches, ses doigts trouvent mécaniquement le coin de marche ébréché. La pointe de la pierre rugueuse lui entaille presque la peau. Cette petite douleur lui rappelle ce qu'il a perdu. L'idée confortable que l'ignorance n'est qu'une étape temporaire. Et ce qu'il a gagné. La conscience que, pour certains monuments, l'ignorance pourrait bien être la forme définitive du savoir. Il lève les yeux vers la falaise où les tombes achéménides portent des inscriptions trilingues qui nomment les rois, les dieux, les territoires. Juste en dessous, sur le cube, les textes de Kerdir déroulent la puissance du clergé sassanide, ses fonctions, ses victoires sur les autres religions. Des deux côtés, les mots abondent. Au centre, la chambre reste vide. Reza se pose alors une question unique, brute, qui lui reste coincée dans la gorge. Combien d'autres monuments présentés comme compris reposent en fait sur un vide aussi total que cette pièce nue, simplement mieux cachée? La nuit est tombée. Une lumière pâle des projecteurs rase la surface du cube, dessinant les joints des blocs comme des cicatrices. Au pied de l'escalier, un sac à dos oublié repose contre la pierre, légèrement ouvert, un carnet dépassant à peine. Plus haut, dans l'obscurité de la chambre, l'air ne bouge pas, dense, opaque, comme si quelque chose écoutait sans rien laisser paraître.